Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans la session de la Convention des territoires 2021 de la SFEN, en partenariat avec le GIFEN, session consacrée cet après-midi à la région Rhône-Ain-Loire. Après notre table ronde très intéressante de tout à l'heure sur l'énergie et l'environnement, nous parlons maintenant emploi, formation et innovation. Je vous présente nos intervenants. Olivier Demarthe, directeur général adjoint de la société Réel. Hubert de la Grandière, qui représente ici le MEDEF régional, Jean-François Debost, du pôle de compétitivité Nucléaire Valais. Cette table ronde sera introduite dans un instant par Annabelle André, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge du développement économique. Mais voici tout de suite un mot d'accueil du président du groupe régional SFEN Rhône-Ain-Loire. Rebonjour, cher Jean-Lisa. Bonjour, merci Stéphane, bonjour madame, bonjour messieurs, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes là pour la deuxième table ronde autour de l'emploi et de l'innovation et de la formation. Je vous remercie à tous d'être présents et de vouloir participer à cette intervention. Je vous présente en quelques mots la SFEN, Société française d'énergie nucléaire. Donc c'est une association de 1901 créée en 1973. À ce jour, elle comporte 3600 adhérents, des professionnels, des ingénieurs, techniciens, chimistes, médecins, professeurs, étudiants. Voilà ce qui compose nos adhérents. Pour la région Rhône-Ain-Loire, qui est une partie de la région Aura, nous avons environ 400 adhérents. Le but est de permettre aux esprits un petit peu curieux de partager et se faire de nouvelles idées sur l'énergie nucléaire. Donc, nous travaillons en étroite relation avec le pôle de compétitivité Nucléaire Valais. Et je remercie Jean-François Debost, son directeur général, de participer à cette intervention cet après-midi. En plus des 400 adhérents que nous revendiquons, il y a environ 2000 sympathisants qui s'intéressent à nos actions et nous sommes bien évidemment en relation avec les autres groupes régionaux et donc aussi avec le groupe Bourgogne-Franche-Comté qui travaille énormément et très étroitement avec Nucléaire Valais également. Nous faisons des interventions dans des milieux scolaires, que ce soit collège et secondaire, avec des kits pédagogiques qui ont été remis à jour dernièrement. Et nous intervenons aussi très régulièrement dans des écoles d'ingénieurs, et nous sommes dans certains cursus d'ailleurs pour informer les jeunes ingénieurs sur les problèmes de l'énergie, en règle générale, de l'énergie particulière, qu'est le nucléaire, surtout aussi des changements climatiques et d'expliquer également les enjeux de la transition énergétique. Nous intervenons entre autres à l'IRUP-ISTP de Saint-Étienne, l'école des mines de Saint-Étienne, l'École catholique des arts et métiers de Lyon, l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, l'École de management de Lyon, mais également à l'Université Lyon 1 et dans les IUT de la région. Sinon, nous organisons pour nos adhérents et nos sympathisants environ 10 conférences annuelles, conférences et réunions débats. Généralement, elles sont en présentiel. Mais bien évidemment, depuis un an, nous faisons ça en distanciel et nous espérons pouvoir revenir en présentiel très bientôt. Cette expérience nous a amené à avoir quand même un auditoire qui a presque doublé. C'est donc pas que négatif, mais effectivement quand même le lien social est le lien social et nous préférerons vite retrouver nos adhérents et nos sympathisants en présentiel. Nous organisons également des visites industrielles concernant les gros composants nucléaires, mais également les centres de recherche comme le CERN, le fameux projet ITER de fusion nucléaire. Mais compte tenu des conditions sanitaires, effectivement, nous avons mis un petit peu en stand-by et en sommeil ces visites et nous espérons pouvoir reprendre dès le mois de septembre. Nous favorisons les échanges avec les professionnels, mais avec également d'autres groupes de personnes que la communauté nucléaire, tels que des leaders d'opinion et le grand public, curieux d'ailleurs de plus en plus sur ces sujets de climat, de transition énergétique. Les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs qui veulent comprendre ce qui se passe et se faire leur propre opinion
sur les enjeux du changement climatique et de la transition énergétique pour atteindre la neutralité carbone. Tout ceci est nouveau, on en parle de plus en plus, et notre rôle également est de transmettre de l'information avec toujours une rigueur scientifique. Voilà, incontestable. La SFEN également Rhône-Loire participe aux commissions locales d'information, les fameuses CLI des installations nucléaires de la région, entre autres celles du budget, mais également depuis peu, grâce à nos collègues du groupe régional Rhône-Alpes, nous interviendrons également sur Cresmes-Malville. Je laisse maintenant la parole à Madame la vice-présidente Annabelle André. Merci beaucoup, Madame, de votre participation. Et merci à nos 3 intervenants pour cette table ronde. Vous avez la parole, Madame. Jean, on m'annonce que Madame Annabelle André est déconnectée. On a quelques petits problèmes de connexion. D'accord. Donc on l'écoute dès qu'elle sera reconnectée de nouveau. Et en attendant, nous allons débuter notre table ronde, toujours en 2 étapes, hein, sur le modèle des tables rondes précédentes de cette semaine. Nous allons entendre chacun de nos 3 intervenants et ensuite je leur transmettrai les questions et les réflexions que vous aurez posées par écrit dans la fenêtre de conversation de votre navigateur web. N'hésitez pas à contribuer ainsi au débat. Voilà, nous écoutons Olivier Demarthe, directeur général adjoint de la société Réel, la société implantée à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, près de Lyon. Olivier Demarthe, vous allez nous montrer le poids de la filière nucléaire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, notamment à travers les chiffres de l'emploi, et vous nous direz votre ressenti sur le recrutement des profils ingénieurs et techniques. Olivier Demarthe, nous vous écoutons. Bonjour. Très bien, mais écoutez, merci beaucoup et bonjour à tous. Donc effectivement, quelques mots et quelques éléments concernant notre filière énergétique et électrique de production nucléaire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc déjà quelques mots sur la région, hein, c'est une région extrêmement dynamique puisque nous avons 270 milliards d'euros de PIB, donc c'est la 7e région de l'Union européenne par son PIB, la première région industrielle française, 7,8 millions d'habitants, donc énormément d'entreprises et donc un tissu industriel qui a eu besoin pour se développer d'une énergie abondante. Et donc je dirais notre région répond tout à fait présente pour la production d'électricité, puisqu'il s'agit de la première région productrice d'électricité en France. Donc, quelques éléments sur la production électrique dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, la production est d'environ 120 TWh. Cela représente près de 20% de la production électrique nationale. Il faut noter que cette production est excédentaire, même si nous sommes une région très importante dans l'industrie. Néanmoins, la production est telle que nous exportons en dehors de la région 50 TWh d'électricité, donc vers les autres régions et même à l'étranger, puisque cette production va aussi en Suisse et en Italie. Donc, si on regarde en fait cette production électrique, eh bien, elle est très largement nourrie par la production électrique d'origine nucléaire, puisque 3/4 de cette production électrique est d'origine nucléaire dans la région. Et on peut aussi dire que plus de 20%, entre 20 et 25% de la production électrique de la région est d'origine hydraulique. Donc grâce à finalement cette combinaison du nucléaire et de l'hydraulique dans la région, nous sommes, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la première région productrice d'électricité décarbonée en Europe. Donc je dirais on peut vraiment s'en réjouir et s'en féliciter, puisque non seulement nous servons en électricité et en énergie notre région, les régions avoisinantes, mais en plus nous le faisons d'une façon tout à fait vertueuse, avec une production décarbonée. Donc si maintenant on regarde le nucléaire en tant que tel, donc évidemment il y a la production d'énergie nucléaire avec 4 centrales nucléaires dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui représentent 14 réacteurs nucléaires. Donc c'est effectivement un quart des réacteurs nucléaires en fonctionnement en France qui sont dans notre région. Donc dans les centrales de Bugey, Saint-Alban, Cruas et Tricastin. Si on regarde maintenant au-delà de la production nucléaire et de son poids dans la région et même au-delà de la région Auvergne-Rhône-Alpes abrite aussi des sites nucléaires majeurs
au niveau national. Donc on peut évidemment citer le site d'Orano-Tricastin, donc avec la nouvelle usine d'enrichissement d'uranium et de conversion d'uranium. On peut aussi citer le Framatome, avec l'usine de Romans-sur-Isère de fabrication du combustible nucléaire, et aussi les usines de Jarry et Ugine pour le travail du zirconium. On peut aussi ajouter qu'au-delà de ces sites majeurs en fonctionnement et en production à la fois d'électricité, mais également de services ou de combustible nucléaire, eh bien nous avons des grands sites qui sont en démantèlement, qui est un autre métier en fait de l'industrie nucléaire, donc à Cresmes-Maleville ou aussi sur des parties d'Orano-Tricastin. Enfin, si on reste sur les plus grandes entreprises de la région dans le domaine nucléaire, il faut citer que EDF et Framatome disposent de centres d'ingénierie très importants à Lyon, qui sont d'ailleurs eux-mêmes amenés à se développer encore plus. Donc tout cela fait que l'ensemble des métiers techniques du nucléaire sont présents dans notre région. Donc les métiers sur site, donc on peut mentionner les métiers d'exploitation nucléaire, de maintenance, de radioprotection, d'assainissement, mais aussi de reprise, conditionnement des déchets, de démantèlement. Les métiers d'ingénierie, les métiers de sûreté nucléaire, de conception. Donc je dirais, on a au sein de notre région, par nos sites et par les centres d'ingénierie qui y sont implantés, l'ensemble des métiers du nucléaire qui sont représentés évidemment au meilleur niveau. Il faut noter que les emplois dans le domaine du nucléaire, en particulier sur site, sont des emplois qui sont non délocalisables, et tous les métiers dans le nucléaire sont des métiers à très forte valeur ajoutée, à très forte technicité et à très haut niveau de savoir-faire. Donc je dirais c'est un élément très, très structurant pour une région, y compris dans sa filière d'enseignement. Alors si on prend quelques chiffres, l'énergie nucléaire représente 37 000 emplois dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, sur 220 000 au niveau national. Donc il s'agit, après l'Île-de-France, de la deuxième région par son nombre d'emplois dans le secteur nucléaire. Alors, on a cité ces grands sites et ces grands donneurs d'ordre dans le domaine du nucléaire, mais je dirais pour servir ces sites et pour servir ces donneurs d'ordre, eh bien, il y a tout un réseau d'entreprises qui s'est développé dans notre région. Alors, notre région est déjà traditionnellement une terre d'entrepreneurs et d'industriels, avec de nombreuses entreprises de taille intermédiaire qui sont présentes dans notre région. Et évidemment, l'industrie nucléaire n'y fait pas exception, avec des entreprises de premier plan qui s'y sont développées. On peut citer en particulier Réel dans le domaine du levage et de la manutention sécurisée. Alors, ces ETI, en servant ces grands donneurs d'ordre au niveau national, ont su développer leurs compétences sur le territoire, mais même au-delà de notre territoire et même au-delà des frontières nationales. Donc ce sont vraiment des entreprises qui ont développé des compétences rares, qui s'exportent et qui participent à la croissance économique du pays et évidemment de la région. Donc, et à leur tour, tout ce réseau d'entreprises de taille intermédiaire a développé son propre réseau de fournisseurs locaux pour construire les équipements, les machines, et donc développer l'activité. Donc si on prend quelques chiffres et quelques données, donc la filière nucléaire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 470 entreprises, donc sur un total de 2500 dans la filière nationale. Donc on voit bien une part considérable et très importante de la région en tant que telle dans l'activité nucléaire au niveau national. Donc c'est d'ailleurs très logiquement que le pôle de compétitivité de l'industrie nucléaire soit présent physiquement à la fois en région Bourgogne-Franche-Comté et en région Auvergne
a vu en fait l'ampleur de l'activité et des entreprises qui s'y trouvent. Alors en termes de métiers, on trouve toute la palette et une diversité de métiers, donc la métallurgie, la mécanique, les réseaux électriques, l'automatisme. Donc voilà, ce sont quelques illustrations des savoir-faire des entreprises de la région au service de l'industrie nucléaire. Il faut noter, comme on l'a dit pour les emplois et les compétences, que travail nucléaire, par définition, c'est répondre à un très haut niveau d'exigence. Donc cela veut dire que les entreprises elles-mêmes, en servant cette industrie, ont dû rehausser leur niveau de compétence, leur processus, leur façon de fonctionner pour justement servir l'industrie à ce plus haut niveau. Plus l'industrie nucléaire est un secteur en évolution, est une industrie en évolution, est une industrie innovante, donc qui est en train de prendre et d'embarquer des tendances et des transformations très importantes. La première desquelles, on peut citer le digital, l'intégration du digital dans l'industrie nucléaire. C'est déjà une réalité évidemment, mais c'est toujours un thème de développement pour toujours plus de performance et de sûreté. Donc on peut citer des travaux très nombreux qui sont menés dans le domaine de la simulation avancée, donc qui permet à la fois de coupler une immersion visuelle 3D complète, l'utilisation de programmes automates, la physicalisation des objets. Donc ça, c'est un thème très important, donc qui sert à la fois à aider la conception, à aider la formation, la maintenance, la préparation et l'exploitation. Dans le domaine du digital, il y a aussi tout un pan d'activités nouveaux qui se développent. C'est le monitoring des équipements, l'analyse des données des équipements pour aller vers de la maintenance qui soit de la maintenance conditionnelle ou prédictive. On peut aussi citer donc la digitalisation des interventions de maintenance, donc avec l'intervention à distance. Il y a des développements de lunettes connectées, par exemple, qui sont menés. La digitalisation des documents d'intervention de maintenance. Donc on a tout un pan en fait d'innovation dans nos métiers, dans le nucléaire, pour plus de performance sur le terrain. Évidemment, le nucléaire. Oui. Je vais vous demander de conclure, si vous voulez bien. Il reste bien sûr. À dire. D'accord, on pourrait en dire beaucoup. Donc des techniques d'intervention à distance, de la robotique, voilà. Donc je dirais une industrie qui a déjà des savoir-faire très importants, qui représente un bassin d'emploi important dans la région, une source d'innovation, et je dirais une industrie nucléaire en tant que telle, qui est aussi une source d'opportunités très importante, particulièrement maintenant, avec les programmes de visite décennale, avec le travail sur le PR2, la préparation de nos entreprises pour cela. Et donc, je dirais des sources d'opportunités pour notre région et à laquelle nos entreprises et notre secteur est pleinement préparé pour y prendre part. Voilà. Merci Marthe, c'est très complet. Il y a des questions déjà qui arrivent pour vous, donc vous restez avec nous, vous aurez la possibilité de détailler, de rentrer dans le détail en fonction des questions qu'on va vous poser. La parole est maintenant à Hubert de la Grandière. Hubert de la Grandière, vous êtes directeur d'une entreprise qui s'appelle Supergrid Institute, mais vous êtes ici comme représentant du comité énergie du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, et vous notez une tension sur le recrutement des métiers techniques, pas que dans le nucléaire, mais vous allez commencer par nous parler du trilemme énergétique. Oui, bonjour Stéphane, merci. Effectivement, je pense que pour comprendre les problématiques d'emploi, les problématiques liées à l'emploi, la formation, l'innovation, il est important de comprendre comment s'articule l'évolution des systèmes énergétiques aujourd'hui. Et effectivement, une façon de le représenter qui a été mise en scène par le World Energy Council, c'est ce qu'on appelle le trilemme de l'énergie. Le trilemme de l'énergie repose sur trois aspects. Il y a un premier aspect, un premier axe qui est l'axe du développement durable. Et donc, c'est vouloir réduire son empreinte écologique, c'est vouloir mitiger les impacts du système énergétique sur le climat
et sur l'environnement. Ça, c'est un premier aspect, le développement durable. Le deuxième aspect, c'est la sûreté d'approvisionnement. La sûreté d'approvisionnement, c'est la capacité d'un système énergétique d'être fiable et d'être résilient, et donc pour éviter les blackouts, et puis pour s'assurer qu'on a l'électricité qui arrive toujours à la maison. Et le troisième aspect, c'est ce qu'on appelle l'équité. Donc l'équité, c'est avoir une énergie qui est pour tous, donc qui est accessible et qui est abordable. Et alors la question, pourquoi est-ce que c'est un trilemme et pourquoi est-ce qu'on parle du trilemme de l'énergie? Eh bien, c'est un trilemme parce que quand on prend une mesure ou qu'on fait une évolution sur un système énergétique, elle aborde rarement les trois axes. Et quand on pousse sur un axe en particulier ou sur deux axes, eh ben, en général, on pénalise un troisième. Et donc, il faut voir l'évolution des systèmes énergétiques comme une évolution qui vise ces trois objectifs-là: améliorer la sûreté de d'approvisionnement, améliorer l'équité, donc l'accès à l'énergie et le fait qu'elle soit abordable, et puis la réduction de l'empreinte écologique. Et pour ça, je vais prendre quelques exemples qui vont illustrer comment évoluent aujourd'hui nos systèmes. Par exemple, l'introduction massive d'énergie renouvelable, elle entraîne avec l'intermittence et puis avec l'intégration de sources d'énergie, par exemple d'origine éolienne offshore, ce qui est en train de se passer en ce moment en Europe avec les énergies éoliennes d'origine mer du Nord, elles entraînent de plus en plus de flux. Et l'introduction de flux, donc de transport d'électricité. Et puis l'énergie, cette énergie renouvelable d'origine éolien ou d'origine solaire, par exemple, elle est interfacée à travers de l'électronique de puissance. Et cette interface à travers de l'électronique de puissance, elle a un impact sur la stabilité des réseaux. Et donc, elle impacte, le fait de faire ce développement-là, impacte la sûreté d'approvisionnement et engendre une évolution forte des réseaux, puisque plus on ajoute cette énergie qui est interfacée à travers de l'électronique de puissance, et moins on a d'inertie de l'ensemble des machines tournantes traditionnelles. Et donc ça engendre des problématiques de stabilité. Et donc, c'est là qu'intervient le deuxième axe, qui est la sûreté d'approvisionnement. Et donc, quand on introduit ces énergies renouvelables, on doit adresser les problématiques de stabilité. Et donc, pour ça, c'est là qu'on voit apparaître des problématiques de stockage. Donc, le stockage arrive comme quelque chose qui est monté pour traiter cette stabilité. Pareil, interviennent aussi les interconnexions, la façon dont on va connecter des pays entre eux pour pouvoir partager des réserves, pour pouvoir stabiliser le réseau électrique. Et c'est là aussi, et c'est pour ça que c'est important d'en parler aujourd'hui, c'est là aussi qu'intervient le nucléaire, par exemple, puisque le nucléaire, c'est une énergie qui est décarbonée, mais comme elle fonctionne avec des machines tournantes et avec un alternateur qui a une énergie cinétique et qui transforme cette énergie cinétique en énergie électrique, eh ben, elle permet de conserver un minimum d'inertie dans les réseaux. Et puis, bien sûr, il y a aussi une émergence en termes de marché, de nouveaux marchés de services systèmes. Donc, la notion de développement durable, eh ben, elle peut avoir un impact sur la sûreté d'approvisionnement. Et le troisième, la partie accessible et abordable, eh bien, quelque part, la présentation d'Olivier Demart juste avant en a fait une bonne illustration. C'est que accessible et abordable, ben, dans l'aspect abordable, il y a comment est-ce qu'on réduit les coûts. Et en fait, on va réduire les coûts à travers de l'innovation. On va réduire les coûts à travers l'augmentation de l'efficacité énergétique. On va par exemple réduire les coûts à travers la digitalisation des installations. Et Olivier l'a bien exprimé, c'est grâce à ça, grâce à cette digitalisation des installations, il est capable d'optimiser les coûts de maintenance. Mais on va aussi, donc ça c'est l'aspect aspect abordable, pardon, et puis il y a aussi l'aspect accessible. Et donc l'aspect accessible, là on va plutôt parler de distribution des sources pour que chacun puisse avoir accès à de l'électricité, voire d'autoconsommation ou de gestion des impacts liés à la mobilité électrique, par exemple, puisque la mobilité électrique, il va y avoir, chacun va vouloir avoir sa voiture électrique, et sa voiture électrique, il y a un moment où il va bien falloir être capable de les recharger, ça va avoir un impact sur le réseau. Et donc, une gestion de ces évolutions pour les réseaux. Et en fait, ce trilemme aujourd'hui, ces trois axes, ils sont repris aujourd'hui dans l'évolution que recherche à avoir l'ensemble des gestionnaires de réseaux. Et ce sont les axes que pousse l'Europe en avant vis-à-vis des régulateurs pour l'évolution des réseaux.
Donc, une fois qu'on a évoqué ça, donc le concept de base, qu'est-ce que ça signifie maintenant sur l'impact sur les emplois et les métiers? Ça veut dire qu'il y a des nouveaux métiers qui sont liés à cette évolution des réseaux, comme l'électronique de puissance, la digitalisation, le stockage, donc l'hydrogène, les batteries, et avec un certain nombre de cursus de formation qui se mettent en place sur l'hydrogène, par exemple, à l'université Grenoble, ou sur le courant continu, ou le déploiement des ENR. Et puis, il y a les anciens métiers, ce qu'on appelle entre guillemets les anciens métiers, donc qui ne sont pas liés directement à ces nouvelles technologies, mais qui sont des métiers de maintien en conditions opérationnelles, de maintenance, comme des techniciens de maintenance, des tuyauteurs, des soudeurs, des chaudronniers. Et en fait, en région, on a la chance d'avoir des formations de qualité qui permettent d'adresser ces différents métiers. Alors, les nouveaux métiers attirent plus, parce qu'il y a une impression de modernité, parce qu'ils sont tirés par une vague de transition énergétique, parce qu'ils donnent l'impression de contribuer aux énergies renouvelables. Et ces anciens métiers, les entre guillemets anciens métiers, souffrent d'un déficit d'image, mais c'est là où ce qu'a repris Olivier dans son explication montre bien que l'aspect abordable, l'aspect volonté de réduire les coûts, entraîne des révolutions et des ruptures technologiques majeures et qui font que ces métiers sont sièges d'innovation importantes. Et quand on parle, par exemple, des métiers de soudeur, aujourd'hui, les machines de soudure utilisent des technologies qui sont bien plus avancées qu'avant. Les contrôles des soudures, par exemple, sont faits avec des machines qui sont bien plus perfectionnées qu'avant. De la même façon que la maintenance fait appel maintenant à des éléments de réalité virtuelle, de virtualisation, de digitalisation, qui permettent d'avoir cette innovation qui est au cœur, y compris de ces anciens métiers. Et donc je vois Stéphane qui est là et donc qui va me demander d'abréger pour qu'on puisse passer rapidement au suivant. Voilà, donc je voulais... Je ne vais pas vous demander d'abréger, mais plutôt de recentrer sur Auvergne-Rhône-Alpes. Vraiment, j'aime beaucoup votre démonstration et c'était nécessaire d'en arriver là. Mais du coup, quid de ces métiers et de ces emplois en région? Eh bien, ces métiers, ces emplois en région, en fait, donc ma démonstration, elle arrive finalement à un point qui est de dire que ce qui compte ou ce qui est très important dans la formation, c'est l'aspect innovation qui va donner à ces métiers, c'est l'aspect innovation qui va donner à ces métiers l'attrait de la nouveauté et des éléments qui en font le renouvellement tous les jours, en fait, qui refont le renouvellement du métier au jour le jour. Et dans ce cadre-là, en région, on est particulièrement chanceux d'avoir à la fois des pôles de recherche, des pôles d'innovation et des pôles de formation qui sont bien distribués dans la région. Et donc, si je donne quelques exemples, on a effectivement un pôle qui a été mentionné tout à l'heure par Jean à Saint-Étienne, avec l'université de Saint-Étienne, les mines de Saint-Étienne. On a l'université de Clermont-Auvergne, et on a également des pôles universitaires qui sont associés directement à des laboratoires et à des centres d'innovation fortement ancrés en région, avec des laboratoires qui sont associés à ces centres universitaires. Et donc, si on prend le pôle grenoblois, par exemple, entre les 8 écoles qu'on va avoir dans Grenoble INP ou l'ensemble des formations qu'on va avoir à l'université Grenoble-Alpes, en fait, ceux-là sont associés à un certain nombre de laboratoires et on va y trouver, par exemple, l'Institut des Smart Grids qui est basé principalement en région Grenoble. Quand on va regarder le pôle lyonnais, on a l'université Claude Bernard, on a l'UT, on a l'INSA Lyon, on a Centrale Lyon, on a aussi le LS, on a énormément un pôle universitaire qui est extrêmement important et en fait celui-ci il est adossé au plus gros laboratoire électrique de France, qui est le laboratoire Ampère. Donc en région, on a la chance d'avoir l'intégration dans notre région, on a la chance d'avoir l'intégration entre des pôles universitaires extrêmement importants. Le pôle de Grenoble, c'est le plus gros pôle universitaire de France, et qui sont à chaque fois associés à des laboratoires. Et puis, bien sûr, avec un certain nombre de lycées techniques ou de formations professionnelles, comme par exemple l'Institut de ressources industrielles. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui en région, et donc c'est ce qu'on constate au sein du MEDEF, effectivement, je suis ici pour représenter le MEDEF, puisque au MEDEF, il y a un comité énergie dans lequel on se pose ces différentes questions avec les employeurs de la région. Et en fait, ce qui ressort, c'est aussi bien, quand on discute avec les différents employeurs de la région, c'est aussi bien la difficulté à trouver, on sent l'envie de l'ensemble des jeunes d'aller vers des métiers de la transition énergétique, mais on sent aussi la difficulté et la tension qu'on a sur des métiers qui sont au service de la transition énergétique, mais pas directement dans le cœur de cible. Je vais prendre un exemple, et même moi, c'est quelque chose que je vis aujourd'hui dans mon quotidien de chef d'entreprise. Quand je veux recruter un informaticien,
j'ai du mal à recruter un informaticien parce qu'ils vont être attirés par le cœur de l'informatique, ils vont être attirés par le big data, ils vont être attirés par les énergies connectées, mais par contre, ils vont pas forcément être attirés par le développement de contrôle-commande d'électronique de puissance, par exemple. Donc, on a une difficulté à attirer un certain nombre de métiers qui ne sont pas directement dans le cœur de cible. Et puis, on a une très grosse difficulté à attirer tous les métiers qui sont ceux que j'avais appelés, entre guillemets, les anciens métiers. Et donc, ce vocable est dangereux. Ce vocable est dangereux parce qu'il donne l'impression qu'on va faire le même métier quand on fait ce métier que les soudeurs d'il y a 40 ans. Et en fait, le métier, il a fondamentalement changé grâce aux innovations technologiques. Et en fait, l'enjeu qu'ont aujourd'hui les entreprises dans la région, c'est d'arriver à démontrer aux jeunes que ces métiers sont des métiers qui sont porteurs d'avenir, sont des métiers qui sont en constante évolution. Et en fait, ils sont en évolution parce que ce trilemme de l'énergie oblige les acteurs de l'énergie à aller chercher de l'énergie qui est plus accessible, plus abordable, et donc à se renouveler pour, à travers l'innovation, aller chercher de la compétitivité. Et ça introduit, et particulièrement en France, et particulièrement quand en France on est adossé entre des centres universitaires et des pôles de recherche forts, ça nous permet d'aller chercher de l'innovation et donc de la compétitivité. Voilà, donc on a bien de la chance dans cette région. J'ajouterais une dernière chose, on a un outil formidable dans la région qui s'appelle le campus des métiers qui est basé à Grenoble. Et donc moi ce que j'encourage tous ceux qui nous écoutent, c'est aller se renseigner, parce que la difficulté, c'est que l'idée que vous avez des métiers en tension aujourd'hui ne correspond pas à la réalité de ces métiers en tension. Et c'est bien ça notre enjeu, c'est d'arriver à faire sentir et à faire comprendre que cette innovation dans les différents métiers rend ces métiers, une fois qu'on les connaît, attractifs. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant et qu'on aimerait arriver à faire passer comme message. Très bien, merci. Merci beaucoup Hubert de Lagrandière pour ce message, cette analyse. Alors là, pour le coup, je découvre cette profondeur de réflexion et je pense que c'est très très intéressant comme éclairage. On aura des questions pour vous tout à l'heure également. Nous terminons ce tour de table avec Jean-François Debost, qui dirige Nucléaire Valais, le pôle de compétitivité du nucléaire civil en France, installé depuis quelques années à Lyon et soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-François Debost, vous allez nous présenter le pôle en quelques chiffres, mais aussi votre vision du dynamisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la filière nucléaire, et nous donner quelques exemples de projets sur ce territoire. Nous vous écoutons pour une petite dizaine de minutes. Merci de ne pas trop dépasser parce qu'on a vraiment pas mal de questions à vous poser ensuite. Bonjour Jean-François. Oui, je vais aller vite. Bonjour. Bonjour. Oui, Vous m'entendez? Très bien, vous entendez très bien. Très bien, bonjour à tous. Donc oui, très rapidement, donc Jean-François Debost, je suis le directeur général du pôle de compétitivité de la filière nucléaire française. Donc nous avons été créés en 2005 et nous sommes arrivés il y a 4 ans à Lyon avec les forts encouragements, et je les en remercie, donc de l'équipe et de Laurent Wauquiez, qui est aujourd'hui un des principaux financeurs du pôle. Le pôle aujourd'hui, c'est 330 adhérents, 85% d'entreprises, 15% d'organismes de formation. Sur ces 85% d'entreprises, on a 56% de PME, TPE. Ce qui est d'ailleurs, je dirais, à l'image de la filière, puisque l'une des particularités de notre filière, c'est que plus de la moitié des entreprises sont constituées de PME, de TPE. En région Auvergne-Rhône-Alpes, sur ces 330 adhérents, nous en avons à peu près un tiers ici. Comme l'a dit Olivier, qui est une région très dynamique, les derniers chiffres de la filière montrent qu'il y a plus de 600 entreprises, 2000 établissements, 48 000 emplois. Et donc, on accompagne, nous, les entreprises sur 3 axes. Le premier axe, c'est la délégation de services publics que nous a confié l'État et nos conseils régionaux. Donc, c'est rendre éligibles à des aides publiques des projets de R&D d'innovation. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les entreprises dans le montage de leurs projets. On recherche des partenaires, par exemple. Et ensuite, si ce projet est innovant, eh bien, nous le labelliserons, ce qui permettra, je dirais, de maximiser ses chances d'obtenir un financement public. Je vais vous donner un exemple. En région Auvergne-Rhône-Alpes, dès lors qu'un projet est labellisé par un pôle de compétitivité, donc qu'une entreprise s'est rapprochée d'une association comme nous, qu'elle s'est assurée, je dirais, que son projet répondait aux requis du guichet, que les partenaires étaient bons, eh bien, il a 70% de chances d'obtenir une subvention publique, ce qui n'est pas rien.
Aujourd'hui, effectivement, en matière d'innovation R&D, qui est notre axe principal, on a une très très forte actualité France Relance. Je vous rappelle que l'État donc a accordé une enveloppe de 470 millions d'euros pour notre filière, dont plus de la moitié pour la partie R&D innovation. Pour ce faire, il a lancé un appel à projet le 18 novembre dernier. Avec une première relève de projet qui a été opérée fin janvier et une deuxième relève hier, eh bien sachez que le pôle de compétitivité Nucléaire Vallée a accompagné le montage de plus de presque 60 projets pour une enveloppe budgétaire de l'ordre de 310 millions d'euros et on attend avec impatience les résultats. Alors évidemment, concrètement en région, on a quelques très très beaux projets, à la fois sur de la relocalisation d'activités. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail pour des raisons de confidentialité évidentes, mais on a des belles entreprises qui souhaitent réintégrer de l'activité en région et créer les emplois associés. Donc on espère qu'effectivement l'État sera sensible à ces projets-là. On a des très très beaux projets en matière d'intelligence artificielle, de blockchain, portés par des entreprises comme Exacis, comme Everett, qui sont des entreprises donc dans la région lyonnaise. On a des très beaux projets, notamment dans le domaine de la robotique avec une entreprise à côté de Saint-Étienne. On a des projets dans le domaine, encore une fois, de l'intelligence artificielle sur le contrôle non destructif avec des acteurs notamment universitaires comme l'université de Clermont-Ferrand. Pour te citer cet exemple-là, ou l'entreprise, comme citait Olivier tout à l'heure, Réel, qui a un très beau projet d'innovation sur une MSDG innovante. Donc effectivement, l'innovation en région est très vivace. Est à l'image finalement de la représentativité de la filière et des entreprises qui la composent. Deuxième axe sur lequel le pôle intervient énormément, donc c'est l'animation économique, qui est une mission qui nous est plutôt confiée par les collectivités territoriales, en l'occurrence ici le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On aide les entreprises à faire du business en France comme à l'international. Je vais vous donner un exemple. On organise tous les ans à Lyon les rendez-vous de Nucléaire Vallée, d'ailleurs au Conseil régional. Et donc l'année dernière, au mois de novembre dernier, crise oblige, on a organisé cet événement-là en dématérialisé. On a réuni plus de 420 entreprises, c'est plus de 2500 participants à nos ateliers, et surtout, c'est là où prend tout son sens la notion d'animation économique. On a organisé presque 1200 rendez-vous B2B, donc entre des PME, des TPE, et puis des ETI et des grands donneurs d'ordre. On avait plus de 130 acheteurs d'ETI, des équipes d'achat d'EDF, de Framatome, d'Orano, de Landra, etc. Donc ça, c'est notre deuxième mission. Et troisième et dernière mission, qui est aussi une mission très très importante, c'est la partie formation emploi. Aujourd'hui, la filière nucléaire, alors française, mais tout particulièrement en région, au regard des projets que l'on a à la fois sur le nouveau nucléaire, donc les EPR2, les SMR, les MMR, ou aussi, comme le citait tout à l'heure Olivier, le programme de la VD4 avec une très forte hausse d'activité pour les prochaines années. Je vais d'ailleurs faire un petit peu de pub, on aura l'intervention de Cédric Lewandowski, le patron du parc nucléaire français, le 21 avril prochain. Donc très forte hausse d'activité qui va générer beaucoup d'emplois. Il faut savoir que la filière nucléaire en région a recruté l'année dernière presque 3000, enfin ces 3 dernières années, 3500 personnes. Donc c'est quand même un chiffre conséquent. Ça c'est important. Une petite annotation, enfin un particularisme. On est sans doute l'une des filières qui souffront le moins de la crise sanitaire et de la crise économique actuelle. Aujourd'hui, on n'a pas eu de rupture de production d'énergie, ce qui veut dire que les entreprises qui fabriquent des composants pour la maintenance de nos réacteurs ont continué de produire, continué de fabriquer dans un contexte qui était compliqué pour tout le monde. Et je crois qu'on peut tirer le chapeau, puisque comme le disait Olivier, la filière Auvergne-Rhône-Alpine, première productrice d'énergie électronucléaire en France, et on a tenu bon. On était au rendez-vous, et je crois qu'on peut tirer un grand chapeau à toutes les entreprises qui la composent. Recrutement, dynamisme, ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement 2500 emplois qui vont être faits en région dans les 3 prochaines années. Donc il va falloir qu'on mobilise tous nos réseaux, il va falloir qu'on aille à la rencontre des étudiants, puisque comme je l'ai entendu sur cette table ronde, mais également sur d'autres, on a aujourd'hui énormément de mal à attirer les jeunes dans le monde de l'industrie. Alors évidemment, quand vous y accolez le mot nucléaire, on est quand même une industrie assez clivante malheureusement.
C'est un constat assez froid. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on aille à la rencontre des étudiants, à la rencontre des personnes en recherche d'emploi, leur montrer l'avenir de notre filière. C'est une filière d'avenir avec beaucoup de beaux projets, qui va recruter beaucoup. C'est une filière qui forme. Comme le disait l'interlocuteur précédent, on a la chance d'avoir en région à la fois des organismes publics de formation très très bons avec beaucoup d'écoles d'ingénieurs. On va prendre l'INSA, on va prendre l'ECAM, on va prendre l'École Centrale, on va prendre Polytech à Grenoble pour ne citer qu'elle, ou les universités, Lyon 1 ou l'université de Clermont-Ferrand. On a aussi de très bons CFA, donc les CFA de l'UMM, un très très bon CFA d'EDF qu'on retrouve à Lyon, et puis au Bugey. Le Bugey d'ailleurs, EDF a un très très beau centre de formation pour tous les métiers du soudage, de la tuyauterie. J'encourage d'ailleurs toutes les personnes comment dirais-je, qui cherchent un emploi à consulter ces pages, parce que c'est vraiment une très belle formation. Bref, on a tous les atouts en région pour réussir, pour relever les enjeux qui s'offrent à nous, compte tenu des beaux projets qui arrivent. Je dirais des enjeux qu'il va falloir qu'on résolve collectivement et qu'on tienne collectivement. Voilà, Stéphane, pour montrer le dynamisme et donner un cadre, je dirais, à cette belle filière en région. Merci Jean-François Debost pour rester avec nous évidemment pour répondre aux questions. C'est très intéressant ce que vous dites, on a de beaux enjeux qui arrivent, il faut surtout pas qu'on passe à côté, il faut surtout pas qu'on les manque, il faut qu'on puisse avoir des gens formés, motivés, compétents évidemment, qui puissent travailler sur ces sujets. Olivier Demarthe, vous avez fait un joli panorama, un beau panorama des métiers et des emplois. Olivier Demarthe n'est pas connecté, donc on verra plus tard avec lui. Mais peut-être que Hubert de la Grandière nous a parlé de cette analyse, presque une théorie sur l'attractivité des métiers. Est-ce que peut-être plus prosaïquement, plus pragmatiquement, plus proche du terrain, vous pouvez nous dire si il y a des métiers qui sont particulièrement en tension? Est-ce que vous m'entendez, Hubert de la Grandière? Il n'a pas une très bonne connexion non plus. Eh ben, Jean-François, on reste tous les deux, en tout cas pour l'instant. Est-ce qu'on peut dire en tension entre techniciens, ingénieurs dans la filière du nucléaire? Vos adhérents, par exemple, sont suffisamment nombreux pour être représentatifs, très représentatifs de la filière du nucléaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Quelles sont leurs galères? Quelles sont leurs difficultés? Alors, quelques chiffres, c'est pour étayer ça. Donc, le GIFEN, notre syndicat professionnel, donc la commission formation, et puis le CSFN ont mené il y a un peu plus d'un an maintenant une étude sectorielle et ont étudié effectivement les besoins en recrutement. Donc, il faut savoir qu'en région, 65% des entreprises du territoire rencontrent des difficultés de recrutement. Donc, les principaux profils qu'on recherche, c'est des soudeurs, des automaticiens, des électriciens, plutôt, je dirais, de bac pro à bac plus 2, bac plus 3. On a moins de difficultés à trouver, je dirais, des ingénieurs ou des docteurs. On est plutôt sur une typologie de techniciens supérieurs, donc des profils type DUT, BTS, etc. Très bien. Olivier Demarthe s'est reconnecté, je crois. Monsieur Demarthe, vous m'entendez? Oui, tout à fait, je vous entends. Vous êtes figé, mais je vous entends. Donc, si vous m'entendez bien, on va pouvoir continuer comme ça. Essentiel. Je vous disais que vous avez dressé un panorama assez intéressant de la situation en Auvergne-Rhône-Alpes et des différents métiers. Oui. Est-ce que, d'une manière plus prosaïque, plus pragmatique, on peut rentrer dans le vif du sujet et que vous nous disiez quels sont les métiers qui sont en tension? Quelles sont quelles difficultés vous rencontrez, vous et vos collègues, vos partenaires, vos confrères, vos concurrents? Oui, nous effectivement, c'est vrai que je reprends ce que dit Monsieur Debost, puisque nous, on recrute, c'est un secteur dans lequel on recrute, l'industrie nucléaire, le nucléaire, à la fois pour nos bureaux d'études. Finalement, pour les ingénieurs, on arrive assez bien dans le bassin lyonnais, on arrive assez bien quand même. Donc je dirais, ce ne sont pas sur ces métiers-là, ce sont plus sur les métiers effectivement techniques. Donc les chaudronniers, les usineurs de chantier. Donc voilà, ça ce sont quelques métiers
quelques métiers que nous on estime et qu'on voit comme étant en tension dans nos usines en fait ou dans nos activités. Et alors comment vous faites, si je peux vous demander, est-ce que vous avez une formule, une solution, des idées? Ben, en tout cas, nous déjà, on a comme élément très important, c'est de façon la préservation de nos compétences. Hein. Donc c'est d'être attractif déjà pour nos salariés et de toujours les faire évoluer en compétences, de les accompagner pour les nouveaux défis qu'on a. Donc je dirais pour aussi étendre leur palette de savoir faire, créer au sein de Réel depuis déjà plus de 10 ans une école. Donc on a une académie, un Réel Academy, qui est vraiment centrée sur la spécificité de nos métiers, hein, nos métiers dans les systèmes de manutention et de levage critique. Ben, il y a des savoir-faire à la fois en conception, mais aussi en fabrication ou alors en maintenance. Et donc, on a créé en fait en notre sein une école. On a aussi développé toute une démarche autour de la compétence. Donc, on a travaillé sur l'ensemble des compétences techniques opérationnelles dans tous nos métiers. Donc, tous nos métiers à l'usine, tous nos métiers en maintenance, tous nos métiers en bureau d'études. Finalement, on a une représentation assez précise des différentes compétences. On a un attendu qui est défini chaque année par le manager avec son je dirais son équipe, avec chacun des membres de son équipe, avec des objectifs qui sont donnés sur les plans de formation. Donc je dirais, on essaye déjà et de bien préserver nos compétences, de bien préparer l'avenir, de bien capturer nos compétences aussi. Il y a toute une notion aussi de sécuriser nos compétences, nos savoir-faire. Donc c'est très important de les formaliser, de les transmettre. Et puis après, je dirais, on travaille pour les métiers qui sont en tension. Donc déjà de bien préserver ce qu'on a et de travailler avec les recruteurs, avec les pôles de compétitivité aussi qui peuvent nous apporter un soutien pour recruter des nouvelles personnes. Mais je dirais donc il y a le recrutement et il y a aussi le travail sur les personnes qui sont déjà dans nos équipes. Olivier Demarthe, j'ai des questions de personnes de Pôle emploi qui sont visiblement connectées et qui nous regardent et qui nous écoutent. Quel est votre regard sur Pôle emploi en région sur le sujet des métiers du nucléaire? Et puis, une deuxième question, je sais que vous allez dire oui, mais je vous la pose quand même. L'alternance est possible dans le nucléaire? Voilà. Absolument. Donc, absolument, l'alternance, nous, on le voit... on y recourt très volontiers. Hein, donc, on a un programme d'alternance chaque année. On y voit beaucoup d'avantages hein, parce que ça permet de voir évoluer en fait les jeunes recrues, de les préparer aussi à nos métiers. Encore une fois, on est dans notre entreprise et je pense dans toutes les entreprises de notre secteur, on est sur des savoir-faire qui sont très pointus, beaucoup de choses à apprendre. Donc c'est vrai qu'une ça d'apprentissage, nous on y croit bien. Et donc c'est chaque année on a dans les bureaux d'études, mais aussi dans les usines et puis dans les services de maintenant, des apprentis qui nous rejoignent. Alors après, sur le regard de Pôle emploi, écoutez, je crains de ne pas pouvoir apporter une réponse extrêmement avec une grande acuité, hein, puisqu'on a des personnes qui sont dans l'entreprise chargées directement du recrutement. Donc bon, je pense qu'elles sont effectivement en rapport. Après, je pense que par rapport à ce que disait Jean-François ou Hubert, un des éléments, et c'est certainement sur des pôles emploi ou des organismes publics aussi qui peuvent nous aider, c'est à donner une bonne image du nucléaire, c'est-à-dire à bien à contribuer à la communication sur le nucléaire, de dire que c'est un secteur qui est un secteur pérenne, qui est un secteur qui innove, qui est un secteur qui a des grandes perspectives devant lui en termes d'emploi et d'activité pour de longues années, qui est un secteur dans lequel les gens peuvent vraiment se développer leur savoir-faire
Et c'est un secteur qui est vertueux, puisqu'encore une fois, la finalité ultime de ce secteur, c'est de produire de l'énergie électrique en abondance, sans carbone. Donc, je pense que moi, je suis, évidemment très convaincu, hein, et si on peut avoir un soutien justement des organismes et des organismes d'emploi, c'est bien pour contribuer à expliquer cela à des personnes qui sont en recherche d'emploi et qui spontanément ne se tourneraient pas d'elles-mêmes vers le secteur nucléaire, alors que c'est vraiment un secteur qui contribue éminemment à une énergie propre. Très bien. Je reçois une information là, de Pôle emploi qui dit que Pôle emploi a créé une agence dédiée à la filière nucléaire en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle s'appelle Actom Emploi. Il s'agit d'une initiative unique en France. Il peut être. Eh bien, c'est très bien. L'info est passée. Ça peut être intéressant de creuser de ce côté-là. Actom Emploi. Peut-être Hubert de la Grandière, si on vous a récupéré, je veux bien que vous répondiez à une petite question. Les entreprises de la région ont-elles été touchées par la crise dans d'autres secteurs, comme l'aéronautique, l'automobile, et est-ce que le nucléaire peut les aider? Est-ce que les entreprises de la région d'autres secteurs ont été touchées par la crise? Oui. Oui, elles ont été touchées par la crise parce que quand on a des secteurs, le secteur de l'aéronautique ou le secteur de l'automobile qui s'effondre, forcément, ça a un impact sur les sous-traitants. Donc oui, ils ont été impactés. Comment le secteur du nucléaire peut les aider? J'ai pas de réponse. Il n'y a pas de réponse immédiate. C'est-à-dire, je pense qu'il y a la question, c'est plutôt pour une entreprise, pour être plus solide, il faut arriver à être potentiellement plus diversifié. Et donc la question qui doit être amenée à se poser au sein de chaque entreprise, c'est dans quelle mesure est-ce qu'elle sait mettre ses compétences au service d'une autre filière ou d'une filière qui reste robuste. Et donc, dans ce sens-là, si je rebondis sur ce que disait Olivier Demarthe juste avant, la filière du nucléaire, c'est une filière qui a, en tout cas, l'avantage d'être assez stable, d'être assez pérenne et d'avoir un minimum de visibilité. Et donc, par rapport à ça, et ce dans quoi ça pourrait éventuellement les aider, c'est que la technicité des sous-traitants qui sont extrêmement techniques et qui interviennent dans d'autres secteurs connexes pourraient effectivement se poser la question d'une diversification dans le nucléaire. C'est des choses comme ça qu'on pourrait éventuellement imaginer en termes de transposition de compétences. Voilà, c'est la première réponse spontanée qui me vient. En faisant passer le message que quand on se diversifie vers le nucléaire et quand on commence à avoir des marchés, on est sur du long terme. Le nucléaire est par exemple, c'est ça l'idée. Ouais, avec des enjeux qui sont aussi des enjeux. Donc il y a aussi une démarche qui doit pas se faire à la légère parce que de la même façon que c'était exprimé par Jean-François et par Olivier, il y a aussi des spécificités normatives, des spécificités techniques qui fait que ça nécessite aussi une forme d'investissement pour être capable d'y aller. Mais dans certains sujets, la question peut effectivement se poser, oui. Merci. Olivier Demarthe, est-ce qu'il y a des synergies entre le nucléaire et les autres secteurs? Vous travaillez pour d'autres secteurs que pour le nucléaire? Oui, nous travaillons pour... oui, tout à fait. Mon cher El, nous travaillons pour d'autres secteurs, hein, pour le secteur par exemple, des machines de production pour aluminium, le secteur aéronautique aussi. Donc, on travaille aussi dans l'énergie, beaucoup dans l'hydropower, hein, dans les secteurs hydrauliques. Donc, ce qu'on peut voir, hein, oui, j'abonde, hein, dans ce que dit Hubert de la Grandière. Hein. Donc, c'est sûr que la diversification, c'est un élément stratégique à choisir pour l'entreprise. Moi, ce qu'on peut constater, c'est que pour connaître aussi le secteur de l'aéronautique, ce sont deux industries qui sont très exigeantes. Donc, on va retrouver des raisonnements en matière de sûreté qui sont
qui sont assez proches finalement. Donc ça, il peut y avoir des passerelles par rapport à ça. Donc ce sont deux industries donc qui sont très exigeantes dans la façon dont on démontre et dont on fait la conception des équipements, dans la façon dont on les construit également. Et je dirais, il y a peut-être un élément aussi qui se passe en ce moment dans le secteur nucléaire et dans l'industrie nucléaire, c'est la recherche de standardisation, la recherche d'industrialisation, donc pour un but de compétitivité. Donc tout ça, c'est vraiment au cœur du programme EPR2 en ce moment. Et je dirais, ça, ce sont des domaines où finalement des industries comme l'industrie aéronautique sont déjà bien en pointe, puisque elles mêlent à la fois la contrainte de sûreté avec la contrainte d'une production qui est une production en série. Donc ça, ce sont déjà des choses qui existent dans le domaine de l'aéronautique et dont on peut s'inspirer finalement aussi dans l'industrie nucléaire. Donc il y a des choses à apprendre des deux côtés, mais en particulier sur ce côté-là de standardisation et d'industrialisation, il y a vraiment des choses à prendre du côté de l'aéronautique et aussi de l'automobile d'ailleurs. Très bien. Olivier Demarthe, on a parlé de formation, Jean-François Debosc nous a parlé du numérique et vous avez parlé du digital aussi. Comment a été intégré le digital et les nouvelles technologies, réalité virtuelle, réalité augmentée, et moi je pense aussi aux jumeaux numériques, aux interventions sous réalité augmentée, dans les cursus formation initiale des métiers de la filière. Est-ce que ça y est, ces sujets sont dans ton programme des formations initiales? Ou est-ce que quand vous voyez arriver des jeunes, ben, ça y est, il faut les former à ces outils-là, ils les ont jamais vus? En réalité, ce qu'on voit et une des parties de la réflexion qu'on a, c'est aussi que les personnes qui nous rejoignent, les jeunes qui sortent d'école, finalement, en réalité, ils sont assez habiles avec ces notions-là de gestion des données, de récupération des données, de traitement des données. Donc ça, on voit quand même que c'est bien ancré. Hein. On peut, dans la façon dont ils abordent même la programmation, finalement, c'est assez fluide. Donc ça, c'est plutôt un plus. On voit aussi que nous, finalement, dans l'utilisation des machines, on a de passer un cran après parce qu'on a des jeunes qui ont baigné toujours dans le numérique de tout temps, quoi. Donc le fait de passer en simulation, et le fait d'avoir des outils de simulation, je dirais, c'est non seulement ça permet de gagner du temps sur la mise en service, de tester en phase de conception un certain nombre de choses. Je pense que ça contribue aussi au-delà de ça, à rendre notre industrie plus attractive justement et faire quand les jeunes nous rejoignent, finalement ils arrivent dans des projets et puis dans des modes de fonctionnement qu'ils ont connus, auxquels ils sont habitués depuis longtemps. Et je pense qu'il y a finalement ce volet-là existe aussi, hein, c'est-à-dire on a plutôt des jeunes qui sont formés, qui sont habitués à ça. Ne pas le faire serait plutôt, je pense, contre-productif d'un point de vue performance, un peu contre-productif d'un point de vue attractivité. Donc on voit qu'on a un bon écho sur ce type de projet qu'on mène aussi dans notre entreprise, avec des représentations vraiment très réalistes du fonctionnement des machines avec des casques de réalité et finalement c'est utile en termes de développement et c'est utile aussi en termes je dirais, d'accompagnement et puis d'intégration aussi. Merci Olivier Demarthe. Encore une ou deux questions. On nous signale que le GIFEN identifie les métiers qui sont en tension. Je ne sais pas si c'est pareil en Auvergne-Rhône-Alpes. J'imagine que ce sont des métiers en tension sur le national. Soudeur, chaudronnier, tuyauteur, électricien industriel, ingénieur sûreté et pilotage de projet. Voilà, vous confirmez, on est à peu près sur les tout mêmes... Tout à fait. Et la filière, c'est aussi organisé. Donc il y a le soudage notamment, ça fait partie des plans de transformation de la filière qui sont menés notamment sous l'égide d'EDF, avec alors en l'occurrence
d'une école de soudage à Cherbourg, hein, qui est une autre grande région du nucléaire. Donc on voit bien quand même que l'industrie et les industriels de la région se sont attelés à ce sujet du soudage. Et donc effectivement, les travaux métalliques, hein, la chaudronnerie, nous on le voit, c'est un des sujets dans notre entreprise. Quelle proportion de recrutement entre techniciens et ingénieurs dans les métiers du nucléaire en région Auvergne-Rhône-Alpes? Voilà. Voilà. Je pense qu'il faudrait, je ne sais pas si Jean-François est là, mais peut-être qu'il a les François Debost, est-ce que vous avez une idée de la réponse? Les statistiques au niveau régional. Ingénieur. Et les statistiques, alors en termes de besoins en recrutement, je les ai pas forcément. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les métiers, enfin les personnels de notre filière sont des personnels plutôt qualifiés, voire même très qualifiés, hein, puisqu'on a à peu près un tiers de cadres dans nos entreprises et un peu plus de 40% d'étam. Donc là, ça vous donne déjà une typologie, je dirais, de personnel cible. Donc je dirais ça dépend des catégories d'entreprises, ça va dépendre des métiers, donc plutôt des états. Encore une fois, quand on reprend les chiffres, enfin les métiers en tension identifiés par le GIFEN, et puis quand on interroge aussi directement les entreprises, hein, ce sont plutôt des bac+2, encore une fois des bac+3 qu'ils recherchent. Donc on va dire plutôt des états. Voilà. Très bien, Un élément. merci. Oui. Peut-être un dernier élément, hein, la filière a pris à bras le corps ces enjeux de formation emploi, hein, puisque dans le cadre du plan Excel qui est piloté par EDF et par les équipes d'Alain Trenzer, il y a une initiative, l'Université des métiers du nucléaire, qui est une université hors mur, qui va être lancée et qui va être déposée à France Relance, et qui vise justement au regard de ses besoins, au regard des enjeux. Je parlais tout à l'heure du nouveau nucléaire, je parle également du programme VD4, eh bien, à lancer en région, à s'associer en région avec des initiatives justement pour dynamiser la formation, pour pouvoir répondre aux besoins en recrutement et en qualification des entreprises. Donc, ce programme Université des métiers nucléaires est un programme très important pour la filière, et il va être déposé à France Relance lorsque l'appel à projet sortira dans les jours qui viennent, puisque maintenant c'est une question de jours, sachant que l'État a mis une enveloppe de 30 millions d'euros sur la partie formation dans le volet nucléaire du plan de relance étatique. Voilà. Merci de cette précision. Merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions. On n'a pas récupéré Madame Annabelle Anté, malheureusement. Je sais qu'elle devait s'absenter ensuite. Eh bien, nous lui adressons toutes nos amitiés. Merci Olivier Demart, Hubert de la Grandière, Jean-François Debost. Merci Jean-Lisa pour cet accueil en région. C'est donc la fin de cette table ronde emploi, formation, innovation en Rhône-1-Loire. C'est aussi la fin de cette convention SFEN en Rhône-1-Loire. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la convention des territoires de la SFEN, demain, vendredi à 11h30, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, Tricastin. Voilà, on sera sur le site de Tricastin, qui est un des plus grands sites de production et de travail sur le combustible nucléaire. Enfin, il se passe plein de choses là-bas, plein de nouveautés aussi, des chiffres qui vont vous étonner. C'est demain à 11h30. On parlera aussi d'énergie et environnement. On parlera aussi d'emploi, formation et d'innovation. Bonne soirée. Merci à toutes et tous. Bonne soirée.